Bonjour à tous. Alors, une question pour commencer. Une voiture Peugeot et un cinéma Pathé. Quel peut bien être leur point commun? La réponse, elle est cachée dans un pan de l'histoire de France qu'on connaît assez mal en fait. C'est une histoire de foi, de persécution, mais aussi, et c'est ça qui est surprenant, d'un succès industriel incroyable. Alors, cette question, Peugeot, Pathé, on est d'accord, à première vue, il n'y a pas vraiment de rapport entre des voitures et des salles de ciné, pas vrai? Et pourtant, ils ont bien une racine commune, une origine qui plonge au cœur même de notre histoire. Eh bien voilà, la réponse la voici. Ces deux empires ont été fondés par de grandes dynasties industrielles protestantes. C'est ça, la clé. Leur succès, il est souvent attribué à une éthique du travail bien particulière, ancrée dans leur foi. Une grande rigueur, un vrai goût pour l'innovation, et cette idée que le travail est presque une vocation. Et ces familles, les Peugeot, les Sédou, elles ont même été pionnières dans ce qu'on a appelé le paternalisme social, en construisant des logements, des écoles pour leurs ouvriers. C'est un modèle qui a vraiment marqué l'industrie française. Ok, mais alors, comment est-ce qu'une minorité religieuse a pu avoir un tel impact? Pour le comprendre, il faut qu'on fasse un petit saut dans le temps, un grand saut même. On part 500 ans en arrière, à un moment où le royaume de France est au bord de l'explosion. Alors, début du XVIe siècle, des idées nouvelles commencent à circuler, des idées de réforme de l'Église. Le roi de l'époque, François Ier, est un peu entre deux chaises, il ne sait pas trop quoi en penser. Et puis, en 1534, il y a un événement qui va tout faire basculer. C'est l'affaire des placards. Imaginez, des affiches hyper critiques envers la messe catholique sont collées partout, et même sur la porte de la chambre du roi. C'est un scandale absolu, une provocation immense. À partir de là, c'est fini, la tolérance. La répression devient terrible, et des penseurs comme Jean Calvin sont obligés de s'exiler. La rupture est consumée. Et c'est là qu'on touche à un point vraiment crucial. Le protestantisme de Calvin, le calvinisme, a une particularité géniale pour l'époque. Contrairement à l'Église catholique, qui est super liée au roi, Calvin, lui, il imagine une église qui peut se gérer toute seule, sans l'aide de l'État. Comment? C'est simple. Les responsables, les pasteurs, sont élus par les fidèles. Cette structure, cette indépendance, c'est ce qui va permettre au mouvement de tenir bon et même de grandir en secret, malgré les persécutions les plus terribles. Et des persécutions, croyez-moi, il va y en avoir. La France va littéralement s'enfoncer dans une période noire, près de 40 ans de guerre civile d'une violence inouïe. D'un côté les catholiques, de l'autre les protestants, qu'on commence alors à appeler les huguenots. Le sommet de l'horreur, il est atteint le 24 août 1572. C'est le massacre de la Saint-Barthélemy. L'idée de départ, pourtant, c'était la paix. On organise un mariage pour réconcilier tout le monde. La sœur du roi, qui est catholique, épouse le grand chef protestant, Henri de Navarre. Tout Paris est en fête. On croit vraiment que la paix est possible. Mais cette fête va se transformer en un véritable bain de sang. Cette nuit-là, sur ordre du roi Charles IX, les chefs protestants présents à Paris pour le mariage sont traqués et assassinés. Et puis la folie meurtrière s'étend à la population, d'abord dans la capitale, puis dans tout le reste du pays. Le bilan est effroyable. Plus de 3000 morts, rien qu'à Paris. Des milliers d'autres en province. C'est un traumatisme national, et l'onde de choc se propage dans toute l'Europe. Il va falloir attendre 1598 pour qu'enfin une sorte de paix s'installe. C'est Henri IV, l'ancien chef protestant, qui est entre-temps devenu roi de France, qui va signer le fameux Édit de Nantes. Mais attention, il faut bien comprendre ce que c'est. Ce n'est pas du tout un texte sur l'égalité ou la tolérance. C'est avant tout une trêve, un accord très pragmatique. On donne aux protestants le droit de pratiquer leur culte, mais seulement à certains endroits. Et on leur donne des villes fortifiées pour qu'ils puissent se défendre. L'objectif, il est très simple, arrêter le massacre et mettre fin à la guerre civile. Mais cette paix, elle était fragile. Et elle ne va pas durer. À peine un siècle plus tard, un autre roi, beaucoup moins pragmatique, va décider de tout anéantir d'un coup. On est en 1685 et Louis XIV, le roi Soleil, met fin à la trêve. Il révoque l'édit de Nantes. Et là, le changement est brutal, radical. Du jour au lendemain, le protestantisme devient illégal. On ordonne la destruction de tous les temples. Les pasteurs sont soit exilés, soit arrêtés. Et le pire du pire, on interdit aux protestants de quitter le pays. En gros, ils sont piégés, sans aucun droit. Face à ce choix impossible, se convertir ou risquer sa vie, les protestants vont s'organiser. On peut dire qu'il y a eu 3 grandes réponses. D'abord, il y a ceux qui choisissent de fuir malgré l'interdiction. C'est ce qu'on appelle le refuge. Plus de 150 000 personnes s'exilent clandestinement, emportant avec elles leurs compétences et leur savoir-faire. Pour ceux qui restent, la deuxième voie, c'est la clandestinité, le désert. Ils continuent de pratiquer leur foi en secret dans des lieux reculés au risque de se faire prendre. Et enfin, pour beaucoup, la seule solution, c'est la conversion forcée. En apparence seulement, bien sûr. Ils restent protestants dans leur cœur. Et il va falloir attendre le siècle des Lumières pour que les choses commencent à bouger. Un philosophe va vraiment porter ce combat sur la place publique, c'est Voltaire.
Il va se saisir d'une affaire terrible, l'affaire Jean Calas. C'est un protestant de Toulouse qui a été accusé à tort d'avoir tué son propre fils pour l'empêcher de se convertir au catholicisme. Il a été torturé et exécuté. Voltaire va en faire le symbole de l'intolérance et du fanatisme religieux, et son combat va avoir un retentissement énorme. Et ce combat pour la tolérance, il va finalement trouver une issue, ou en tout cas un tournant décisif, avec l'événement qui va secouer la France entière, la Révolution française. Mais attention, même là, le chemin n'est pas tout droit, hein. C'est assez chaotique en fait. On a un premier pas en 1787 avec un édit de tolérance qui leur donne un état civil, le droit de se marier légalement, quoi. Puis en 1789, énorme avancée avec la Déclaration des droits de l'homme qui proclame la liberté d'opinion, même religieuse. On pourrait croire que c'est gagné, mais non. La terreur arrive, et là c'est un retour en arrière terrible. On ferme les églises, on exécute des pasteurs. Il faudra attendre 1802 et Napoléon pour que la liberté de culte soit enfin reconnue et organisée par l'État de manière durable. Et là, vous voyez, la boucle est bouclée. On revient à notre point de départ. Une fois que l'égalité est enfin acquise, les protestants peuvent participer pleinement à la vie économique et sociale du pays. Et toutes ces valeurs qu'ils ont cultivées pendant des siècles de persécution, la rigueur, le travail, la solidarité communautaire, eh bien ça devient des atouts formidables dans la France industrielle du 19e siècle. Et c'est en grande partie ce qui explique l'incroyable réussite de ces dynasties industrielles dont on parlait au début, comme Peugeot ou Pathé. Donc au final, on voit bien que cette histoire, ce n'est pas juste l'histoire d'une petite minorité. C'est un morceau de l'histoire de France tout entière. Une histoire qui a profondément marqué nos débats sur la tolérance, sur la laïcité, sur la place de la religion dans la société. Et ça nous laisse avec cette question, qui est finalement assez universelle, comment l'histoire d'un groupe qui a été persécuté pendant des siècles peut-elle au final influencer et façonner l'identité de toute une nation? C'est une réflexion qui, je pense, dépasse largement le cas de la France. Voilà, merci d'avoir suivi ce décryptage.